patrimonial, donc vous pourrez découvrir de plus près quelques-uns de ces documents issus de cette conférence. Et puis l'occasion à chaque fois également d'inviter une personne extérieure qui apporte un regard éclairé sur nos collections. Alors aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir Madame Catherine Volpi-Acogé, grande spécialiste du XVIIIe siècle, notamment de Montesquieu, mais également de l'encyclopédie, et donc qui va aujourd'hui nous apporter son éclairage sur ce sujet de l'encyclopédie, plus largement peut-être des Lumières au fil du XVIIIe siècle. Donc vraiment, merci Madame Volpi-Acogé d'être avec nous aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier, à remercier ont permis cette rencontre et qui m'ont permis de découvrir aussi ces magnifiques collections parce que donc, la médiathèque de Moulins a le privilège d'avoir deux collections de la première édition de l'encyclopédie et c'est tout à fait remarquable. Peut-être avez-vous déjà fait le tour, mais on peut dire que ce sont des ouvrages absolument magnifiques. Alors j'ai voulu commencer cette conférence qui sera consacrée à Diderot et l'encyclopédie, Diderot en tant que directeur, auteur, collaborateur, éditeur de l'encyclopédie. J'ai voulu commencer avec une femme, parce que, autant vous le dire tout de suite, on ne parlera pas du tout de femmes durant cet exposé. Néanmoins, il y en a une qui a quelque importance, c'est, vous avez reconnu, donc Madame de Pompadour, la favorite royale, la maîtresse de Louis XV. Mais pourquoi? Bon, évidemment, peut-être pour vous faire admirer sa robe, qui est spécialiste du costume, disant que c'est extraordinaire, c'est une des premières robes avec une doublure qui est cousue, etc. Les chaussures sont parfaites, vous admirez le mobilier, et puis moi. Et puis là, vous ne le voyez pas parce que il faut quand même avoir un petit peu une loupe pour le voir, eh bien un tome de l'encyclopédie. Vous allez me dire, c'est bien, ça permet de garnir le fond. Non. Tout cela a en fait un sens extrêmement concerté, et ce que nous avons là, c'est le programme culturel que Madame de Pompadour entendait faire passer à Louis XV, son royal amant. Parce que certes, ils étaient amants, mais Madame de Pompadour a surtout joué le rôle d'une sorte de, on dirait aujourd'hui, le ministre de la Culture. Et elle s'intéressait aux arts, vous voyez qu'elle tient une partition, il y a ici une planche qui vient pas d'encyclopédie, qui vient d'un ouvrage de Mariette, qui est l'art des pierres gravées. Elle aimait graver elle-même les pierres. Il vaut mieux être favorite royale quand on aime graver des émeraudes, par exemple. Bon. Mais attention, cela veut dire l'art de pierre gravée, cela introduit quelque chose qui est fondamental pour l'encyclopédie, c'est l'idée que le geste, que la main est capable de... l'art peut élever toute activité, et donc que, au lieu de mépriser le travail artisanal, on peut aussi en faire un enjeu essentiel. Et c'est pour cela que l'encyclopédie va développer une partie très importante, que vous aurez l'occasion, évidemment, que vous voyez à l'exposition, mais que vous verrez ici, j'attirerai votre attention en particulier sur certaines planches, qui développe considérablement cet intérêt pour le travail humain, que l'on voit aussi par cet extraordinaire travail de cette table. On va dire, oui, il faut une table pour porter tout ça. Ben oui, mais la manière dont le pied est ouvragé est en quelque sorte projeté au même niveau que la jambe de la marquise, c'est aussi une manière de dire la supériorité de cet artisanat qui devient de l'art. Et donc, vous comprenez aussi maintenant, alors, il y a une map monde qui est tournée, encore il faut une loupe pour le voir, la France est au milieu, c'est normal, la France est au centre du monde, ça tombe bien. Mais justement, l'encyclopédie, c'est quelque chose qui va faire rayonner l'ensemble du patrimoine français, y compris du patrimoine intellectuel. Et vous verrez, vous avez vu dans l'encyclopédie,
il y a dans l'exposition consacrée à l'encyclopédie, vous allez voir aussi un certain nombre d'éditions dérivées, parce que l'encyclopédie, ce n'est pas seulement les volumes qui ont été publiés en France entre 1751 et 1765 pour le texte, c'est aussi de très nombreuses éditions qui, jusqu'au XIXe siècle, avec ce qu'on a appelé l'encyclopédie méthodique, qui vont faire rayonner tout ce savoir. Et puis, donc, j'en reviens à mon tome de l'encyclopédie, qui est le tome 4. Eh bien, qu'est-ce que vous avez d'autre aussi? Vous avez l'esprit des lois. Ah ben oui, comme je suis spécialiste de Montesquieu, je ne peux pas m'empêcher de remarquer ça. Bon, ce que je remarque aussi, c'est que cette édition de l'esprit des lois, elle est presque aussi grosse presque aussi haute, du moins, que le tome de l'encyclopédie. Bon, ça c'est pas possible, j'ai jamais eu d'infolio de l'esprit des lois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un sens symbolique à tout cela, et qu'il ne faut absolument pas chercher à mesurer cela avec un double décimètre. Ce qui est important, donc, c'est que la marquise qui a commandé cet ouvrage à Quentin de la Tour, qui a commandé ce pastel, un tableau, c'est un pastel, eh bien, elle veut faire afficher très clairement les valeurs qui devraient être celles du règne de Louis XV. L'esprit des lois, c'est-à-dire une véritable réflexion sur les sources du pouvoir, ce que nous avons appelé depuis la séparation des pouvoirs, peut-être un régime modéré, une monarchie modérée qui apparaît à Montesquieu comme idéal, et l'encyclopédie qui est véritablement projetée comme l'œuvre fondamentale du règne de Louis XV. Il manque une chose, qu'un petit détail à ce tableau, c'est Louis XV. Parce que, comment est-ce qu'on se rend compte qu'il est absent? Eh bien, quand on regarde l'original de cette planche, ici, alors c'est pas du tout c'est pas la photographie qui a coupé la planche. Le tableau s'arrête exactement là. Eh bien, dans l'original, il y a représenté sur la planche, dans l'ouvrage de Mariette, il y a le buste de Louis XV. Là. Le passéiste a préféré arrêter là. Il est absent. Et de fait, jamais il ne favorisera l'encyclopédie, jamais il ne lui donnera la place que Madame de Pompadour espérait. Alors venons-en donc maintenant à cette encyclopédie et surtout au rôle de Diderot dans cette encyclopédie. Que se passe-t-il en 1750 ? Puisque donc le prospectus de l'encyclopédie paraît en 1750, et les différents volumes. Vous en avez la chronologie qui est dans l'exposition. Pourquoi faire appel à Diderot ? Diderot est alors connu comme traducteur. Il s'intéresse certes au ballet, qui fait partie de tout un milieu extrêmement actif. Il s'intéresse à la médecine, il s'intéresse à la musique, il s'intéresse aux mathématiques. Ce qui, on pourrait dire, est mauvais signe, c'est un touche-à-tout? Non. C'est au contraire quelqu'un qui est capable de faire progresser les choses dans un certain nombre de domaines. Mais surtout, c'est un homme qui apparaît comme extrêmement énergique et comme capable de porter un véritable projet. En 1747, l'abbé de Goy de Malves lance une entreprise qui est la traduction d'un ouvrage anglais qui s'appelle la Cyclopédia, d'un dénommé Chambox, en plusieurs volumes, et donc il cherche à recruter des collaborateurs pour traduire, et traduire comme on le fait à l'époque, et surtout dans la perspective d'un ouvrage de savoir, il explique à ses collaborateurs que quand l'article n'est pas très bon, il faut le corriger. Il faut l'améliorer, il faudrait que la traduction l'améliore. Tout en disant, mais signalez quand même quand il y a une différence majeure. Donc, il lance ce projet, il cherche des collaborateurs. Donc, cela aussi, on le sait, on a découvert tout à fait récemment, à l'occasion d'une exposition que nous avons faite à Lyon, on a découvert ces recommandations de l'abbé du Bois de Malves et sa manière de recruter des collaborateurs, parce que dans les fonds de l'Académie des sciences et belles lettres de Lyon,
un de ces écouments tout à fait inconnus a été découvert. Donc, l'abbé de Guadmalf lance l'opération, et puis, elle calme. Comme dans tout ce qui est collectif, tout ce pourquoi il faut beaucoup d'énergie, au bout d'un moment, ça bloque. L'homme qui peut sauver l'entreprise, eh bien, c'est Diderot. Diderot, qui, en 1748, est l'auteur d'un roman un petit peu licencieux, Les bijoux indiscrets, et en même temps, bon, il a quand même un avantage, hein, c'est qu'il s'amuse beaucoup, et notamment, il évoque le fait que la grande question, c'est de savoir où l'âme est-elle logée dans le corps humain. Ben, il a découvert elle est logée dans les pieds. Voilà. Comme ça, tous les métaphysiciens sont renvoyés à la recherche d'études. Mais il est également l'auteur de mémoires sur différents sujets de mathématiques. Un de mes collègues à l'ENS a repris en détail ses mémoires sur différents sujets de mathématiques. Il faisait remarquer que la manière dont Diderot traite Newton, il rectifie les erreurs de Newton. Donc peut-être c'était un peu imprudent de la part de Diderot. Disons qu'il fait semblant d'être modeste, mais il est assez content de montrer qu'il est capable de se mesurer avec Newton. Donc, relativisons, c'est pas tout à fait, on dirait familièrement, il ne joue pas tout à fait dans la même cour. Néanmoins, son travail en tant que mathématicien est tout à fait apprécié à l'époque, comme le dit cette critique du Mercure de France que je vous ai citée. On connaissait déjà l'auteur Pour un homme de beaucoup d'esprit, et c'est un savant musicien, un mécanicien ingénieux et un profond géomètre. Pourquoi? Parce que ces différents sujets mathématiques permettent en fait de mesurer la tension des cordes sur des instruments de musique et éventuellement d'inventer un ordre mécanique. Donc, musique et mathématiques sont extrêmement liées, et ce sont en quelque sorte des mathématiques appliquées que fait Diderot. Donc, quelle que soit la qualité de ses travaux, on reconnaît donc qu'il est savant musicien, mécanicien ingénieux et profond géomètre. C'est une sorte d'homme universel, et c'est donc quelqu'un qui pourrait se révéler fort utile pour traduire, pour diriger l'équipe qui doit traduire la fameuse Cyclopédia. Donc en 1749, les choses doivent lui être confiées, ainsi qu'un mathématicien extrêmement célèbre, jeune mais déjà très célèbre, d'Alembert. Seulement, il y a un petit problème, c'est que cet homme universel dont on a tant besoin, eh bien, il est envoyé à Vincennes, qui est donc le donjon bien connu, qui est un endroit, pourquoi? Parce que l'endroit où l'autorité royale expédie ceux dont elle veut un peu calmer l'ardeur. En 1749, Diderot a fait paraître Lettres sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, dont une des thèses essentielles, pour vous les résumer, tend à montrer que la morale n'est pas quelque chose d'universel, mais que la morale est adaptée en fait à chaque peuple, vous le savez déjà un petit peu, à chaque société, mais également qu'un aveugle n'a pas du tout la même notion de la morale qu'une personne qui voit. Et à partir du moment où vous introduisez des différences de cette sorte, eh bien, vous sapez les fondements de toutes sortes d'autorités, y compris religieuses. Mais il y a aussi un manuscrit, un écrit tout aussi sulfureux, La promenade du sceptique, et donc tout cela le conduit directement en prison à Vincennes par lettre de cachet. Et la fiche de police dit de lui « garçon plein d'esprit mais extrêmement dangereux ». Moi, ce que je retiendrai de cette expression, c'est le terme « garçon », qui vous paraît peut-être anodine, mais qui traduit un mépris social extraordinaire. Ce n'est pas, vous vous rappelez, il était dans le Mercure de France, donc dans le journal Le Mercure de France, il était savant, ingénieux, etc. Là, ce n'est qu'un garçon. Ça veut dire aussi qu'on a affaire à quelqu'un qui, à la différence de Montesquieu, qui a une très forte assise sociale,
À la différence d'un Voltaire qui est ami avec la moitié des têtes couronnées de l'Europe, Diderot, et ne parlons pas de d'Alembert qui fort bien introduit dans tout son milieu et qui a l'Académie des sciences derrière lui, Diderot n'a pas de protection. Mais il va avoir celle que lui vaut son esprit, c'est-à-dire la protection des libraires. Parce que les libraires ont investi énormément d'argent dans cette entreprise de traduction et de ce qui est en train de devenir le projet de l'encyclopédie. Et les libraires vont, évidemment, tout un réseau de relations va se mettre en place pour tirer Diderot de sa prison. Et c'est ainsi qu'il devient le maître d'œuvre de l'encyclopédie, qui va être pour lui une sorte de véritable boulet pendant jusqu'en 1765 et même après la publication des planches va conduire bien au-delà jusqu'en 1772, pendant plus de 20 ans de sa vie, mais auquel il va littéralement s'identifier, qu'il va porter et qui va apparaître comme, on a dit, la véritable machine de guerre des Lumières, et en tout cas, le résumé de tous les savoirs est véritablement un ouvrage porteur de toutes les valeurs des Lumières. Alors, ce que je vais examiner maintenant avec vous, c'est son activité. Son activité en tant que directeur de l'encyclopédie, c'est-à-dire qu'un directeur, c'est d'abord quelqu'un qui recrute une équipe, des hommes. Et cela va déterminer une certaine relation humaine et intellectuelle. Qui sont les auteurs de l'encyclopédie? Comment les choisit-on? Comment travaille-t-on avec eux? Donc, d'abord, les hommes. Et puis, il y a un travail qui est un travail sur les textes. Parce que Diderot reçoit des articles qui vont le satisfaire ou pas. Donc, il va falloir qu'il travaille ces textes et qu'il les oriente vers ce qui est publiable. Et puis, ce que j'examinerai enfin, ce sera Diderot en tant qu'il lance et développe des idées et comment, tout au long de son travail, il défend la conception même de l'encyclopédie. Alors, voyons maintenant d'abord qui sont les encyclopédistes. D'abord, le terme n'est peut-être pas tout à fait judicieux. Évidemment, il est commode, on parle tout le temps des encyclopédistes. Mais en fait, ce n'est pas une école, un clan, ce n'est pas forcément très clair. Les encyclopédistes, il y a la définition minimale, c'est ceux qui ont écrit pour l'encyclopédie. Voilà. De cela, on est d'accord. Mais après, nous allons voir comment devient-on, comment se vit-on comme encyclopédiste. Vous regarderez en passant devant les volumes, les articles, en général, pas souvent, pas tout le temps, sont suivis, enfin, à la fin, comportent entre parenthèses une capitale, une lettre en capitale. Certains sont bien connus. Le O, c'est d'Alembert. Le D, ça peut être Diderot, où il y a un astérisque. DJ, c'est le chevalier de Jaucourt, qui est celui qui a en fait le plus écrit, et je crois qu'il a écrit peut-être un quart ou un tiers de l'encyclopédie, les spécialistes me corrigeront. Donc, il y a des signatures. Certains ont un nom qui est plus précisément explicité, et vous avez Voltaire, par exemple, qui fournit un certain nombre d'articles. Vous avez aussi des personnes que l'on connaît par ailleurs, comme le médecin Bordeu, qui apparaît dans le rêve d'Alembert, de Diderot. Vous avez un dénommé Landois, qui a écrit plus de 100 articles pour l'encyclopédie, mais qui est peut-être plus connu parce que, si vous vous rappelez vos souvenirs de lycée, Diderot a écrit une lettre à Landois dans laquelle, c'est un moment où il se brouille avec lui, où il discute de la liberté. L'homme est-il libre ou pas? Eh bien, Landois, ce n'est pas simplement un nom, c'est quelqu'un qui a écrit donc une centaine d'articles pour l'encyclopédie. Il y a également, il y a des gens qui n'ont pas signé,
et dont on ne sait strictement rien. Les articles sont anonymes et le sont toujours 2 siècles et demi après. Donc, mystère. Alors, comment est-ce que, donc, je vous l'ai dit, le co-directeur de l'encyclopédie, c'est D'Alembert qui est un mathématicien extrêmement réputé, et c'est quelqu'un qui est bien introduit dans un certain nombre de salons, par exemple chez Madame du Défend. C'est comme ça qu'il rencontre un dénommé Montesquieu, et qui lui dit, tiens, vous ne pourriez pas nous faire quelques articles, ce serait sympathique. Alors évidemment, il faut voir aussi comment les choses se font. Pourquoi est-ce qu'on recrute quelqu'un? Évidemment, parce que Montesquieu il est tellement génial, tellement formidable. Bon, soyons clairs, c'est aussi parce que Montesquieu a la réputation d'être un homme modéré, c'est un homme qui a un prestige colossal, donc il est très bien de pouvoir mettre Montesquieu parmi les encyclopédistes. Montesquieu ne fera jamais rien. Quand il meurt, son fils arrive à déterrer dans ses papiers quelque chose qui pourrait ressembler à un article et qu'on va intituler Essai sur le goût, parce que ce n'est pas du tout un article en forme, mais du coup ça permet de dire, voilà, nous avons Montesquieu parmi nos auteurs. Alors, D'Alembert avait en fait été peut-être pas très correct ou très adroit. Il m'a dit, vous ne pourriez pas nous faire l'article despotisme et l'article démocratie. Ben, le problème, c'est que par ordre alphabétique, ça doit apparaître en 54 et qu'on est en 53 à ce moment-là. Alors, ça s'appelle mettre le couteau sous la gorge. Quand on réclame un article à quelqu'un dans les 6 mois, et Montesquieu s'en tire en disant, oh, mais oui, oui, j'adorerais vous faire quelque chose, mais alors, surtout ni despotisme ni démocratie, parce que j'ai écrit tout ce que j'avais envie d'écrire là-dessus, donc je ne referai rien. Je vais vous faire quelque chose sur le goût. Oh, on a les lettres de D'Alembert. Oh non, c'est trop, c'est merveilleux, on n'osait pas vous le demander, c'est trop gentil. Et en fait, il a dû se dire, mais catastrophe, Voltaire doit faire l'article sur le goût. On ne peut pas le retirer à l'un des fidèles au dos. C'est pour ça que vous avez 2 articles de goût dans l'encyclopédie. Un de Voltaire et un essai sur le goût qui n'a, comme je vous le disais, rien d'un article d'encyclopédie, mais qui est quand même du Montesquieu et pas du mauvais Montesquieu. Alors, donc, vous avez un réseau, et puis il va plus ou moins se développer. Donc, vous recrutez Voltaire, parce que Voltaire, bon, c'est quelqu'un qui veut apporter toute sa force à cette nouvelle, et donc il est prêt à travailler, il recrute. Il va recruter un dénommé Élie Bertrand et un dénommé Pauliette Bottens, pas très connus, mais qui vont aussi faire des articles intéressants. Par exemple, l'article Quijote. Peut-être certains ne savent pas ce que c'est que Quijote. Moi non plus, je ne sais pas, mais la lecture de l'encyclopédie, comment ça nous ouvre à toutes sortes de choses. Le Quijote, c'est une sorte de curiosité biblique. C'est-à-dire, mais à quoi ça sert? Mais justement, rien. On nous montrera au passage qu'il y a des tas de choses dans la Bible dont il peut se passer. Et que la leçon n'est pas forcément directe, mais elle peut porter. Le même Pauliette Bottens, article logomachie. Ah, logomachie. Exemple, pieuse logomachie. Eh bien, c'est la dispute entre l'Église grecque et l'Église latine qui avait donné lieu au schisme entre les deux. Vous voyez qu'à l'occasion d'un simple petit article, on peut infuser quelques idées. Donc ça, évidemment, ce sont des gens recrutés par Voltaire, on s'en étonnera pas. Mais vous avez aussi, et j'en reviens à cet autre aspect que j'avais évoqué tout à l'heure, tout ce qui est technique. Et cela, c'est quand même la grande nouveauté de l'encyclopédie, c'est l'accent mis sur le travail, sur la technique et la science. Eh bien, un certain Périnet d'Orval, dont j'ai découvert l'existence à cette occasion, avait écrit un manuel de l'artificier. Et c'est de là que vont être tirés 2 articles du tome 6. Heureusement, il les avait envoyés avant la publication de la lettre F. Donc, cela fournit les articles Feu d'artifice et Fusée. D'autres aspects techniques, eh bien, ce sont en quelque sorte des rencontres obligées. L'éditeur, enfin
enfin on n'appelait pas ça éditeur à ce moment-là, mais on appelle ça libraire, imprimeur, peu importe, l'éditeur Le Breton a forcément un prot. Le prot, c'est celui qui corrige, qui dirige les opérations d'imprimerie proprement dit. Eh bien, c'est lui qui va faire l'article prot. Il est particulièrement bien placé. De même, et l'article imprimerie. De même que le libraire David va faire l'article droit de copie et catalogue. On demande, en plus ce n'est pas difficile, je dirais, ils sont sur place. Et donc, vous voyez aussi comment se font les choses, c'est que l'on va demander à des spécialistes. C'est ce que dit notamment l'article Encyclopédie, qui fait la théorie de l'encyclopédie elle-même. Qu'est-ce qu'une bonne encyclopédie? Alors ça tient, je ne sais plus combien de dizaines de pages. Je suis en ce moment en train de préparer un ouvrage pour la collection Folio Classique d'extraits d'encyclopédie. On me suis posé la question, est-ce qu'on met l'article d'encyclopédie? Il est absolument fondamental. Ben oui, mais il va tenir la moitié de l'ouvrage en livre de poche. Donc on va être obligé de ne pas le mettre. Donc, dans cet article d'encyclopédie, il en fait la théorie, ouvrage qui ne s'exécutera que par une société de gens de lettres et d'artistes. Attention, artiste signifie à ce moment-là artisan, dans ce contexte. Et par, qu'est-ce que ça veut dire? Occuper chacun de sa partie, donc spécialiste, et lié seulement par l'intérêt général du genre humain et par un sentiment de bienveillance réciproque. On a l'impression que voilà de bien belles paroles, mais en fait, c'est une pierre directement jetée dans le jardin des académies. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une académie? C'est une société qui n'est pas véritablement constituée par l'intérêt général du genre humain, et encore moins par un sentiment de bienveillance réciproque. Épars, c'est pour cela, donc, comme vous le voyez sur le texte, je les veux épars, nous dirions, nous, que c'est une association virtuelle. Parce qu'il n'y a aucune société subsistante d'où l'on puisse tirer toutes les connaissances dont on a besoin. Et que si l'on voulait que l'ouvrage se fît toujours et ne s'achèvera jamais, il n'y aurait qu'à former une pareille société. La fameuse invention des comités Théodule qui permettent de ne rien faire. Donc, allusion évidemment à ce qui s'est longtemps fait à l'Académie française, vous savez, dont le premier dictionnaire avait tellement tardé à la fin du XVIIe siècle qu'il avait fallu que Furetière avait publié le sien auparavant, et surtout l'Académie des sciences avait lancé une description des arts et métiers qui, au bout de 50 ans, on n'avait pas vu le moindre début d'essai, d'esquisse, de publication, au point d'ailleurs que Diderot sera finalement forcé de la plagier pour la sortir un petit peu de l'oubli où elle était. Bon, je trouve un voile sur cet aspect des choses, mais la description des arts et métiers qui était une très bonne idée, une très grande œuvre, et qui est finalement, je dirais la même chose que le travail de planche, justement, c'était littéralement enlisé. Donc, il faut constituer, c'est ce qu'il évoque, avec toute société à ses assemblées. Ces assemblées laissent entre elles des intervalles, elles ne durent que quelques heures, une partie de ce temps se perd en discussion. Voilà, vous avez la description exacte de nombreux projets qui s'enlisent. Alors, j'ai cité déjà un certain nombre de noms, évidemment, plusieurs dizaines de collaborateurs de l'encyclopédie, je vais en évoquer quelques-uns, mais surtout ce qui est plus en détail, mais sans entrer trop non plus dans le détail, eh bien, ils sont nombreux, le risque, c'est la dispersion, c'est l'éclatement, c'est la disparité. C'est le fait qu'il y ait des articles qui soient trop détaillés et d'autres, au contraire, trop sommaires, et surtout même une disparité de style. Et là-dessus, Diderot est extrêmement clair, il préfère la disparité de style. Ça, je vous signale simplement deux références bibliographiques essentielles. Donc, dans le prospectus de 1750, Diderot présente ce qui va être son travail d'éditeur, ce qu'il a déjà quand même un peu fait, parce qu'en 1750, il y a quand même quelque chose de près. Et là, c'est l'idéal. Hein.
je vous disais, les spécialistes, les mathématiques aux mathématiciens, les fortifications à l'ingénieur, la chimie aux chimistes, jusque-là tout va bien, l'histoire ancienne et moderne à un homme versé dans ces deux parties, ça va, la grammaire, un auteur connu par l'esprit philosophique qui règne dans ses ouvrages, ah oui, parce que la grammaire est affaire de philosophie. Et alors cette salle, il y a personne qui ne comprend pas beaucoup mieux que moi. La musique, la marine, l'architecture, la peinture, la médecine, et vous voyez comment se mêlent l'histoire naturelle, la chirurgie. Ah, intéressant, parce que la chirurgie était la parente pauvre. Hein. C'était la sœur très très cadette, ou même plutôt la servante de la médecine. Mais il y avait quand même une académie de chirurgie. L'histoire naturelle, le jardinage, je en parlerai du jardinage. Les arts libéraux, les principaux d'entre les arts mécaniques. Il est vrai que ce plan a réduit le mérite d'éditeur à peu de choses. Mais il a beaucoup ajouté à la perfection d'ouvrage. Modeste. Non, 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 simplement, je n'ai fait que, finalement, prendre des pierres de tous les côtés et je les assemble pour faire un mur. Mais en fait, évidemment, le travail de Diderot va être absolument considérable. Parce que, donc, cela est, il explique, toujours, je reviens ici, cette fois à l'article encyclopédie, c'est que cet effet de diversité, eh bien, il est inévitable, mais il est même nécessaire. Il va montrer que réellement, chaque article est dû à un spécialiste qui revendique sa personnalité, son savoir, sa compétence. Et puis en plus, quand on est éditeur, c'est-à-dire quand on corrige le travail des autres, ben on peut toujours faire des erreurs. Donc, restons modestes, nous dit Diderot. Alors, voyons maintenant un petit peu la réalité. La réalité, comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on travaille ces gens qui ont tant. Alors, ceux qui ont envoyé des mémoires, quand c'était pas bon, on les refusait, c'est pas grave, mais ceux qu'on a sollicités et qui envoient des choses. Bon, quand c'est Montesquieu et qu'en plus il est mort, bon, il n'y a pas de problème. Ça, on accepte, on dit merci, on est ravis. Quand c'est Monsieur Voltaire, on ne parle pas. Prenons Toussaint. Toussaint m'intéresse beaucoup parce que Toussaint, j'avais vu comment il était présenté dans des ouvrages tout à fait savants, homme de lettres et professeur, collaborateur de premier plan en jurisprudence pour les volumes 1 et 2 d'Encyclopédie, avocat au Parlement de Paris en 1741, membre de l'Académie de Berlin. Vous dites que nous avons affaire quand même à une personnalité de première grandeur. Toussaint est l'auteur d'un petit ouvrage qui s'intitule Les Mœurs et qui figure dans l'exposition, qui a eu un succès phénoménal en 1748 lors de sa parution. Ça a beaucoup enrichi le libraire, lui beaucoup moins, parce que moi je le connaissais par un autre biais, parce que c'est lui qui en 1749 corrige les épreuves de l'édition parisienne de l'Esprit des lois. On dit qu'il y a quelque chose de curieux, il est professeur, il sera bientôt académicien, et il corrige les épreuves. Fonction subalterne par rapport à la fonction d'auteur. Et en plus, il fait même la table des matières de l'Esprit des lois. Ben oui, et tout dépend comment on voit les choses. Membre de l'Académie de Berlin, oui, parce que ça veut dire qu'il y a eu tellement d'ennuis en France que Frédéric II lui a accordé cette protection et que, donc, c'était un moyen de, j'allais dire, d'exfiltrer quelqu'un qui avait un petit peu des problèmes. Il a été, en fait, comment est-ce que Diderot l'a connu? Parce qu'il a été, il a travaillé avec Diderot à la traduction d'un dictionnaire de médecine anglais, celui de James, et donc c'est quelqu'un qui, certes, collaborateur de premier plan de jurisprudence, ben oui, il était avocat, il a fait des études de droit, et il débite des articles, on dirait presque au kilomètre, pour l'encyclopédie. C'est surtout aussi quelqu'un qui habite le quartier d'Estrapade. Quelquefois, il faut faire un petit peu de biographie, et on prend le plan de Paris, et il habite le quartier d'Estrapade, qui est celui de Diderot. Donc, il était tout à fait naturel qu'il le rencontre, qu'il lui propose de traduire le dictionnaire de médecine, ils s'entendent bien, il fait ses preuves, si j'ose
j'ose dire, peut-être pas forcément d'athéisme, mais en tout cas de grande méfiance envers un certain nombre d'autorités civiles et religieuses grâce à cet auteur des mœurs, donc je dirais qu'il a tout pour travailler pour l'encyclopédie. Mais est-ce que c'est un bon encyclopédiste? Est-ce qu'il fait de bons articles? Eh bien, il fait plutôt des articles, nous dirions, avec le service minimum, il recopie des définitions, et en fait, ce sont des articles qui sont plutôt très mauvais. Je vous en donne un exemple. Vous savez sans doute ce que c'est que la cariation. C'est un synonyme, je dis pas, synonyme à confrontation, dit l'article de Toussaint. C'est-à-dire, on confronte l'accusé et ses accusateurs. Or, dans le supplément de l'encyclopédie, qui paraît bien longtemps après et sans du tout la collaboration de Diderot, et qui permet d'abord de jouer du succès de l'encyclopédie et puis d'ajouter un certain nombre d'articles, le supplément dit à propos d'acariation n'est pas synonyme à confrontation. Autrement dit, ça s'appelle frapper, frapper fort. En effet, c'est une confrontation, non pas de l'accusé et des accusateurs, mais des co-accusés entre eux. Le droit est ainsi, et manifestement, Toussaint ne l'était pas. Mais, et de fait, à partir du tome 3, eh bien, on trouve quelqu'un d'autre, on dit merci à Toussaint, et surtout, ce n'est pas la peine qu'il continue à écrire des articles de droit. Ça va. Autre exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du jardinage. Enfin, pardon, c'est Diderot qui parlait du jardinage. Deux alliés d'Argentville est sollicité pour tout cela, et deux alliés d'Argentville, je vous ai mis le titre et le titre tout du long de l'article par lequel il s'est fait connaître dès 1709, c'est un monsieur tout à fait respectable et âgé à l'époque de la publication de l'encyclopédie. Le jardinage fait appel à beaucoup de choses. Hein. Cela relève de la botanique, l'histoire naturelle, de l'hydraulique également, de l'esthétique, et de fait, Deux alliés d'Argentville va produire plusieurs centaines d'articles d'aqueduc à Varlet. Le Varlet étant une espèce de balancier de bois éclaté. Tout cela en passant par Brocoli, parce qu'il faut de tout pour faire des articles de jardinage. Mais, en fait, Deux alliés d'Argentville, eh bien, plusieurs centaines d'articles, oui, mais quels articles? Je vous donne l'exemple de la définition du parterre, terrain plat, uni et découvert, où on a tracé différents traits, voilà, qui nous avancent bien, planté ordinairement en buis, imitant la broderie, ou que l'on a partagé en plusieurs compartiments de gazon. Bon, au moins à nous, ça nous apprend quelque chose, c'est déjà ça. La broderie d'un parterre ne doit être ni trop pesante ni trop légère, c'est le bon goût et l'expérience qui décideront de la juste proportion pour les deux. Alors là, on est bien avancé. Savoir qu'il faut ni trop peu. Merci, monsieur des alliés d'Argentville. Et on a un exemple de broderie de parterre de gazon. Voilà, c'est tirer des planches, et on se dit que si l'encyclopédie est composée uniquement de ça, c'est peut-être pas avec ça qu'on va faire avancer les choses. Article aqueduc. On est dans l'hydraulique. Eh bien, on se rend compte, en lisant cet article, à quel point il a déçu Diderot. C'est là que, donc, je vais vous montrer le deuxième aspect de l'activité de Diderot, c'est Diderot éditeur. Il repasse derrière les auteurs. Mais, évidemment, il y a tout un aspect qu'on n'a pas, c'est la manière dont il a corrigé les articles originaux, parce qu'on n'a pas les manuscrits. Mais donc, prenons l'exemple de cet article aqueduc. Notre ami d'Argentville, on distribue encore, il décrit ce que c'est qu'un aqueduc, oui, c'est ce qu'il y a de l'eau, merci, on distribue encore les aqueducs en double ou triple, c'est-à-dire portés sur 2 ou 3 rangs d'arcs. Merci. Enfin, on aurait pu s'en douter. Et qu'est-ce que nous ajoute Diderot? Eh bien, une chose digne de remarque, c'est que ces aqueducs qu'on pouvait conduire en droite ligne à la ville n'y parvenaient que par des sinuosités fréquentes.
Si l'on jette les yeux sur la planche 128 du 4e volume des Antiquités du Père Montfaucon, on verra avec quel soin ces immenses ouvrages étaient construits. D'accord? Avec une référence antique, c'est bien, mais encore. Eh bien, il y a aussi tout cet ajout que je vous ai entendu ici. Donc, ces édifices sont capables de frapper, etc. Mais ce serait avoir la vue bien courte que de ne la pas porter au détail. Ah, tant pis pour ceux qui ont la vue courte et qui font des articles un peu courts également. Et de n'être pas tenté de remonter aux causes de la grandeur et de la décadence du peuple qui les a construits. Et là, on passe dans une autre dimension, c'est-à-dire que l'aqueduc n'est plus simplement un objet d'hydraulique, on ne fait pas que le décrire, mais on s'intéresse à ce propos à la civilisation qui les a produits. C'est-à-dire qu'on fait œuvre d'historien, mais d'historien cherchant à s'intéresser à ce qui produit telle architecture, telle réalisation technique, et précisément l'aqueduc. C'est la rencontre du savoir-faire architectural, également de la préoccupation fondamentale qui est comment alimenter une ville en eau, en eau potable, etc. Donc c'est un objet absolument fondamental. Mais cela n'est point de notre objet. Mais le lecteur peut consulter là-dessus les considérations de M. le Président Montesquieu et celles de M. l'abbé Établi. Il verra dans ses ouvrages que les édifices ont toujours été, etc. Peu m'importe. La suite, en fait, Montesquieu ne parle absolument pas des aqueducs, ni Mably. Mably, je ne suis pas sûr, mais Montesquieu, je vous le garantis, il parle des égouts. Les égouts de Rome qui sont la plus grande preuve de sa grandeur. C'est un petit peu provocateur. Diderot ne reprend pas tout ça. Mais il me semble que ce qui est important aussi, c'est ce déplacement, comment on passe de l'objet purement décrit, purement fonctionnel, à la réflexion sur le savoir et sur la fonction d'architecture au sein d'une société. Alors évidemment, tous les ajouts ne sont pas de ce type. Par exemple, pour l'article H, la plante ACHE et aubépine, il ajoute l'étude des composants chimiques et des usages pharmaceutiques. Grand principe des Lumières, la philosophie doit être tournée vers vers le peuple, mais pas au sens sociologique du terme. La philosophie doit être utile. Elle n'est pas pure abstraction, elle doit être utile à la société. Abricot, à l'article Abricot, des Alliés d'Argentville fournissait la description d'un abricotier. Mais Diderot ajoute la recette de la compote d'abricots verts. Et également celle des abricots confits, dont je dois avouer que je ne vais pas vérifier. Anatomie des plantes. Anatomie des plantes, c'est extrêmement intéressant. L'article dit: on ne peut mieux faire que de rapporter ici ce qu'en a dit l'auteur de la théorie et de la pratique du jardinage, 3e partie, page 167 de l'édition 1745. Et là, donc, l'auteur, c'est notre ami des Alliés d'Argentville, ça s'appelle faire son autopromotion, et j'imagine que ce n'est pas vraiment ce qui a plu à Diderot, qui s'empresse de coller à la suite. D'abord, il fait 13 renvois différents à la question de l'anatomie, et surtout, il va tirer de Buffon, qui lui paraît autrement plus intéressant que des Alliés d'Argentville. Il va tirer un certain nombre de développements. Voilà donc pour corriger ce qui ne satisfait pas. J'en prendrai rapidement d'autres exemples. L'article 11 était d'un brave homme, ou de celui qu'on prenait pour un brave homme, l'abbé Mallet, dont on s'est aperçu quand même récemment que finalement il était peut-être... en fait, il avait peut-être servi de caution à Diderot. C'est quelqu'un que les autorités religieuses ont en quelque sorte introduit dans l'encyclopédie, et comme ça on était sûr d'avoir des articles à peu près, je dirais, conformes, qui pouvaient faire passer l'ensemble. On s'est notamment interrogé sur l'article Arche de Noé, qui était assez confondant et qui avait jusque-là été interprété comme le sommet de l'esprit critique.
Parce que le bras d'Abbé Mallet expliquait en détail l'espace qu'il fallait pour les éléphants, pour les perroquets, pour les singes, pour les vaches, et comment on fait pour nourrir les carnivores, et comment on fait pour évacuer le fumier, etc. C'est pas possible. C'est une manière de montrer que c'est un pur délire et que l'histoire de l'arche de Noé ne doit absolument pas être crue comme telle. Mais pas du tout. En fait, l'abbé Mallet croit réellement que les choses doivent être traitées comme cela. Et l'abbé Mallet nous explique ce que c'est qu'un bonze. Un bonze en histoire moderne, bon, philosophe et ministre de la religion chez les Japonais, ils ont des universités, les mystères de leur secte, attention, le mot secte au XVIIIe siècle veut dire simplement une forme de religion. Ce n'est absolument pas déclassiatif. Les auteurs sont fort partagés en ce qui concerne leurs mœurs. Les uns nous dépeignent les bonzes comme des cyniques abandonnés aux plus infames désordres, d'autres au contraire assurent qu'ils gardent la continence, vivent en commun et qu'il y a des couvents de filles de l'ordre. Alors là, les esprits mal placés se disent c'est pas possible, et c'est la description exacte des ordres religieux en Europe, en France en particulier. Ah non, mais pas du tout, parce que l'abbé Mallet, en fait, il ne voit pas de mal là-dedans. Ils reconnaissent pour leur chef un certain combat d'Axie et dont ils attendent la venue dans des millions d'années. Ah oui, ça serait une sorte de messie. Non, non, l'abbé Mallet, vous voyez la signature G, on donne aussi le nom de bronze. Très bien. Ajout de Diderot. Aucun rapport, parce que vous vous rappelez, les bronzes, d'après l'abbé Mallet, c'est chez les Japonais. Ah, mais Diderot injecte un petit peu Montesquieu. Et puis alors là, du coup, les bonzes, ils sont passés chez les Chinois. Un empereur de la famille des Tang fit détruire une infinité de monastères de bonzes sur un principe qu'il tenait de ses ancêtres. C'est que s'il y avait un homme qui ne laboura point ou une femme qui ne s'occupe pas point, il fallait que quelqu'un souffrit le froid et la faim dans l'Empire. Eh bien, tirez-en la conclusion. Vous avez un article qui vous décrit les bonzes qui ressemblent, et l'abbé Mallet ne le fait pas exprès, mais ça ressemble étrangement à tous les ordres religieux du catholicisme. Et bien oui, il faudrait bien mieux supprimer ça dans une monarchie bien réglée. On pourrait en multiplier les exemples, mais je préfère insister pour terminer sur le travail de l'auteur, de Diderot en tant qu'auteur, et sa manière de faire passer des idées, ce qui n'est pas toujours facile. Vous avez vu avec les exemples précédents qu'il faut souvent laisser le lecteur tirer lui-même la conclusion. Eh bien, il y a un travail qui est quand même un travail, justement, qui est à la fois le travail de l'éditeur et le travail de l'auteur, c'est que le directeur doit combler les vides, et quand personne n'a lu un article, il faut le faire soi-même. D'Alembert, j'ai compté dans les 10 premières pages du tome 1, d'Alembert est responsable de ces différents articles qui correspondent à ces centres de préoccupation. Abaissement, c'est l'abaissement des équations, l'abaissement du pôle, abaissement de l'horizon visible, donc nous sommes toujours dans la mathématique, abaissé en géométrie, et l'ABAC, c'est abaco et abac, les deux versions du mot abac ou table de Pythagore. Donc nous sommes directement dans son champ d'intervention. On comprend qu'il se soit chargé de tous ces articles, donc nous en sommes à 7, pas très longs, dans les 10 premières pages. Ceux de Diderot, eh bien, j'ai compté que dans les mêmes pages 1 à 10, et même 10a, la première colonne, il y en a 45. De A comitionibus à Abaribotemo. Il comble les vides, c'est certain, mais il les comble d'une manière particulière. Parfois en traduisant purement et simplement des articles de Chambers ou en reprenant des articles de dictionnaires antérieurs. Parce que ça, c'est, on a voulu en faire une accusation contre l'encyclopédie en disant qu'ils ont pillé leurs prédécesseurs. Mais c'est le principe, on reprend les prédécesseurs et il suffit de changer un mot, parfois, pour en changer complètement le sens. Alors, l'article Abada. Abada, c'est un animal qui se trouve sur la côte méridionale de Bengale, qui a 2 corps.
l'une sur le front, l'autre sur la nuque du cou, qui a la grosseur d'un poulain de 2 ans, qui a la queue d'un bœuf, mais un peu moins longue, le crin et la tête d'un cheval. Et là, je trouve que stylistiquement, non, rhétoriquement, je sais pas, c'est extrêmement intéressant à étudier. Parce que on peut interpréter ça, et je pense que les premiers, je ne sais plus hein, d'où il a tiré, c'est peut-être le fameux Vallisneri. Le fameux Vallisneri, enfin l'auteur, celui qui est cité à la fin, fait une description qui est finalement très précise. Parce que chaque élément de l'abada, de cet animal, est référé à quelque chose de connu. Donc, deux corps, il a la grosseur d'un poulain de 2 ans, ça peut être plus facile, la queue d'un bœuf, sauf que quand vous prenez cela tout du long, vous avez l'impression d'une espèce de composite complètement improbable, un mélange de poulain avec 2 cornes, une tête plus plate, et tout ce qui pouvait être interprété dans le sens d'un plus de précision apparaît comme une sorte de délire verbal et d'approximation. Parce qu'il a la même tête, mais elle est plus plate, et puis c'est plus court, et puis c'est pas pareil, c'est pareil, mais c'est pas pareil, et puis surtout, vous avez des emprunts à tout le règne animal. C'est-à-dire que c'est, à proprement parler, ce que l'on peut appeler une chimère, quelque chose qui est composé de toutes sortes d'éléments différents. D'où ce que j'ai souligné, il y aurait quelques témérités, il y aurait de la témérité sur une pareille description, à douter que la badane soit un animal réel. Reste à savoir s'il en est fait mention dans quelques naturalistes modernes, instruits et fidèles, ou si par hasard, tout ceci ne serait appuyé que sur le témoignage de quelques voyageurs, et on sait que ces quelques voyageurs aiment parfois rapporter des choses tout à fait fabuleuses et improbables. Et il y a en tout cas une forte ironie, il y aurait de la témérité. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut étudier dans le détail, tellement c'est amusant, et comment justement on voit que la citation permet de modifier très profondément le sens d'un texte. Mais il continue avec l'abarémothémo. L'abarémothémo, arbre qui croît, dit-on, dans les montagnes du Brésil, racines longues, rouges, écorce cendrée, avec encore beaucoup de précision, donne une décoction propre à déterger les ulcères invétérés. Donc nous avons apparemment le souci d'utilité qui est celui de toute la philosophie des Lumières. Sa substance a la même propriété. Un détail, un seul détail, il ne reste plus qu'à s'assurer de l'existence de l'arbre et de ses propriétés. Voilà toujours son nom. Parce que, généralement, voilà, beaucoup d'auteurs d'encyclopédies se contentent effectivement de rapporter les noms, et les encyclopédies ne sont qu'un étalage de connaissances totalement vides et creuses. Autre exemple, rassurez-vous, on n'ira pas jusqu'à la lettre Z, je remonte un petit peu avec l'article Aguapa, Histoire naturelle botanique, puisque vous avez les désignants extrêmement importants au début de chaque article, arbre qui croît aux zones occidentales, dont on dit, là, ça y est, là, on dresse l'oreille quand même, dont on dit que l'arbre fait mourir ceux qui s'y endorment nus, et qu'elle fait enfler les autres d'une manière prodigieuse. Prodigieuse, on peut se dire aussi prodigieux, tout ce qui relève du prodige. Mais ne surinterprétons peut-être pas. Si les habitants du pays ne le connaissent pas mieux qu'il ne nous est désigné par cette description, donc les lecteurs de l'encyclopédie aux Indes occidentales seront ainsi protégés s'ils ont lu. Voilà. Et bon, je peux encore vous signaler pour Abarnahas, voilà bien des mots pour rien. Ablab, c'est un arbrisseau, mais il faut attendre pour ajouter foi à cette plante et à ses propriétés que les naturalistes en aient parlé plus clairement. Et là, on ne peut être plus clair, en effet, dans ces articles que nous aurions cru de remplissage, dans ces articles obligatoires, Diderot montre que il
il y a en fait là derrière toute une réflexion sur la fonction d'encyclopédie et sur la notion même de savoir et de raison. C'est-à-dire qu'il faut aussi, quand on lit l'encyclopédie, il faut exercer son esprit critique et évidemment, c'est à cela qu'il nous incite. Évidemment, quand il évoque à longueur de colonne l'article âme, celui-là je vous l'épargnerai, la réflexion est d'un autre niveau. Mais c'est aussi cela, l'encyclopédie. C'est une promenade entre Abaremotemo, Aguapa, Abal et âme, en quelques pages. Et c'est ce parcours qui a fait le succès de l'encyclopédie, et c'est là-dessus que je conclurai, en vous invitant à vous-même parcourir à faire ce parcours, mais je voudrais auparavant donc simplement vous signaler, puisque déjà certains ont été intéressés par cela, les planches, dont je n'ai pas vraiment pu parler, des planches d'une extraordinaire précision, qui doivent beaucoup de leur qualité, pour certaines, au fait que, je l'ai déjà évoqué, ce sont des plagiats, en fait, plagiats de la description des arts et métiers de Théodule, mais vous en avez qui sont absolument, en tout cas, extraordinaires. Là, le choix des volumes a été particulièrement judicieux. Vous voyez qu'il y a certaines qui sont en plusieurs pans. Quand vous voulez évoquer la construction d'un bateau, eh bien, il faut toute cette surface, il faut des centaines de renvois également pour évoquer cela. Donc, voilà, c'est aussi l'encyclopédie dont je vous disais qu'elle valorisait le travail manuel, tout le travail qui est à la fois intellectuel et manuel. Eh bien, les planches, je crois, en sont le meilleur exemple, et je ne peux que vous inviter à les regarder. Je vous remercie.